Salut! Alors là, je fais une vidéo pour parler de mon expérience d'un mois en voyage en France, en stop et à pied. Donc déjà, avant de partir, j'ai été boire un verre avec Sylphirus et Christophe, qui font aussi des vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait, Sylphirus, il partait pour un voyage en Malaisie et en Australie. Et donc, c'était plus simple pour lui de dormir chez moi pour aller à l'aéroport le lendemain. Donc on a eu une conversation très intéressante et quand on est rentré chez moi avec Sylphirus, on a regardé des expériences de Masaru Emoto, donc de l'impact de la conscience sur la matière, de l'intention qu'on met dans les choses, euh, positif ou négatif et l'impact que ça a. Et je dois dire que ça m'a assez marqué en fait. Et j'ai envie de dire que, enfin, regarde, et Masaru Emoto, et si tu n'y vois pas une sorte de pari pascalien sur une manière d'appréhender le monde et les choses, bah, c'est un peu bête, c'est un peu bête. Et donc le lendemain, donc c'était le 2 octobre, j'ai pris un Ouibus, truc de Macron là, et j'ai été à Orléans. Voilà, c'était plus simple pour sortir de Paris, enfin, pour faire du stop ou marcher, de sortir de Paris vite, sans passer par la banlieue et tout. Et donc je suis arrivé à Orléans, et donc on va dire que c'est là que mon voyage a débuté. Je me suis mis la 9e de Ludwig van. J'ai pissé la bite au vent, j'ai chanté dans les champs, j'ai joué de l'harmonica sur le bord de la route. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis senti comme un peu hypnotisé par mon voyage, en fait. Je me sentais un peu comme une sorte de hobbit qui vadrouille. Et plutôt que d'être conscient, en fait, de mes pensées ou de mes actes, je me sentais un peu bercé par la force des choses et par mon intention, ou je sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça super, super plaisant, en fait. Dès l'instant où j'ai quitté Paris, en fait, dès que j'ai commencé à marcher le long de la Loire, en fait, pour d'abord rejoindre Nantes, vu que je comptais aller à la ZAD de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, voilà, à la fin de la journée, j'ai planté ma tente près de la rivière, dans une sorte de petit bois, voilà. Quand même un petit stress quand même la première nuit parce que j'ai une tente qui est vraiment en mode sarcophage, donc qui est vraiment très petite. On peut juste mettre son corps, on peut même pas être accroupi en fait, parce que le maximum ça fait peut-être, je sais pas, 50 centimètres ou un truc comme ça. Voilà, petit stress, je me suis quand même demandé qu'est-ce que je foutais, est-ce que c'était normal de faire ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui font ça, d'autres gens. Ou est-ce que c'était censé d'aller étudier, je sais pas quoi, pour faire un village autonome, voilà. Euh, mais dès que je me suis réveillé, voilà, ça allait, j'ai décampé, j'ai été boire un café c'était où? C'était à Blois. Donc voilà, où en fait chaque début de journée, je tenais un carnet de notes où je notais le matin ou en fin de journée ce qui m'était arrivé. Et donc là, voilà, en plusieurs jours, en faisant du stop et en campant, sachant que j'avais jamais fait particulièrement de stop, que j'avais pas campé depuis que j'étais enfant, donc c'était euh, c'était un peu l'aventure, quoi. Euh, Même si voilà, on est en France, il y a pas de danger ou quoi, c'est juste que c'était marrant de faire des choses, enfin d'avoir pendant un mois une vie différente de d'habitude. Et donc là, de fil en aiguille, j'arrive à Nantes. Voilà, j'ai été pris par pas mal de gens en stop et j'étais assez étonné en fait parce que dès le départ en fait, j'ai envie de dire que allez, 70% des gens qui m'ont pris en stop étaient intéressés par la vie en autonomie, connaissaient la permaculture, connaissaient des gens qui vivaient en communauté ou avaient entendu parler de ça.
Et donc en fait c'était vraiment une partie hyper intéressante de simplement discuter avec les gens en fait en stop, euh, leur poser des questions, amener mon projet de manière un peu différente pour avoir différents types de réponses. Voilà, c'était vraiment une expérience très sympathique, même de, voilà, tout simplement de parler avec des gens avec lesquels on ne parle pas forcément dans la vie de tous les jours, sans chercher à juger ou quoi, juste à analyser et discuter, voir la vision qu'ont différents types de personnes sur la vie, sur l'avenir, sur la France à notre époque, sur voilà, plein de choses en fait. Et donc, je suis arrivé, il faisait nuit à Nantes. Bon, là, heureusement, je me suis fait héberger par une nana qui était dans une coloc. Ils étaient tous très sympas, pareil. Ils étaient tous un peu écolos, altermondialistes et tout. C'était sympa. Et ensuite, donc je suis sorti de Nantes, j'ai pris le tram et tout, et je me suis dirigé vers la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, c'était une sacrée journée. Donc déjà, je suis arrivé en stop, en bus et tout, à La Paclay. Euh, il pleuvait, franchement, j'ai presque hésité à repartir, c'était assez chiant. Je savais pas spécialement où j'allais. Les gens, ils savaient pas trop au final où était la ZAD, hein. C'est pas parce qu'ils habitaient la ville à côté qu'ils savaient forcément où c'était. Mais il y avait deux artisans qui m'ont quand même indiqué la route à suivre. Euh, et donc j'ai marché sous la pluie pendant quelques kilomètres. Et à un moment j'ai vu, j'ai vu en fait des pneus comme ça qui étaient entassés. Et je me suis dit que ça devait être le chemin. Et plus je marchais dans ce chemin, en fait, plus c'était le bordel, qu'il y avait des carcasses de bagnoles et tout, des, des cartouches de lacrymo, voilà, c'était marrant. Au bout d'un certain temps, il y a un mec au loin qui me salue, donc je le salue aussi, je lui explique ma situation, et il me dit qu'il n'y a pas de problème pour visiter ou quoi, et en fait, il m'a mené donc la zone dans laquelle lui habitait. Ce que j'avais pas compris en fait, c'est qu'en fait, il y a plusieurs communautés au sein de la ZAD euh, qui ont des modes de vie un peu différents, qui s'aiment pas forcément entre elles, et même en leur sein, où des fois ça s'engueule un peu, quoi. Et donc j'ai passé la journée à la Grée, voilà, Gree. Donc j'ai passé, qui est la zone la plus, de ce que eux disaient, la plus anarchiste. Bon, c'est un anarchisme en mode, voilà, il y a des A tagués, il y a ACAB, voilà, tout le folklore un peu. C'était vraiment marginal. Il y avait un peu une ambiance post-apocalyptique. C'était surtout voilà, des marginaux avec des chiens. Donc ce qui est dommage, c'est que j'ai vu que ça de la ZAD en fait. J'ai pas vu les autres zones de la ZAD où il y a des gens qui ont de réels projets agricoles et tout. Là, c'était vraiment ouais, post-apocalyptique, mais c'était une expérience quand même très intéressante. Et puis déjà, tout simplement, voilà, des gens qui vivent en marge de la société, c'est quand même déjà plus sympa d'être dans un village, enfin d'être dans un village, d'être dans une zone comme ça en forêt plutôt que d'être dans les rues, sur le pavé et tout, quoi. Bien que enfin, ils ne vivaient pas du tout en autonomie, n'étaient pas spécialement écolo ou quoi, hein, ils étaient sous une espèce de grande grange où il y avait, il y avait une sorte il y avait un monticule de 3 mètres de canettes de bière. Ils étaient tous un peu étranges et le mec qui s'occupait de moi principalement pendant la journée, c'est Clément. Il était un peu fantasque, il avait un masque de la Commedia dell'Arte, genre scapin, tu vois, en cuir, et il parlait un peu par énigme. Et ça faisait pas mal écho en fait à la quadrilogie de Carlos Castaneda, Teachings of Don Juan, voilà, que je terminais pendant le voyage. Euh, et c'était vraiment très intéressant de parler avec lui. Il avait 26 ans, mais ils étaient quand même un peu spéciaux, quoi. Genre, lui, il avait un duffel coat avec une doudoune sans manches par-dessus.
ça cultivait un peu une forme d'absurde. C'était vraiment incompréhensible, quoi. C'était un peu genre Beckett ou ouais, c'était absurde, quoi. Euh, et alors en fait, donc j'étais avec Clément et à la fin de la journée, en fait, euh, ils, ils commençaient tous à boire un peu des bières et tout. Je me suis dit que j'allais pas passer la nuit là, que c'était pas forcément une ambiance qui m'intéressait particulièrement. Même si j'ai pas eu spécialement peur, hein. Pendant tout le truc, j'ai laissé mon sac au milieu de nulle part, sans me dire qu'on allait me le voler ou quoi, mais je me sentais pas de passer la nuit là, quoi. D'ailleurs, enfin, tout ce qu'on a fait, c'était vraiment absurde. On a commencé par faire un sommier avec des planches en bois sorties de nulle part, euh, qui étaient toutes dépareillées, quoi. Mais à la fin, ça ressemblait à rien, le truc. Euh, Et voilà, il y a un moment, le Clément me dit qu'il va dans une zone, et alors moi j'ai pris mon sac et je me suis barré en fait. Euh, Parce que j'étais sûr que si je lui avais dit, il aurait trouvé un moyen de me retenir, et j'ai préféré voilà, partir comme ça. Et il faisait nuit, il pleuvait, et alors là franchement je me suis dit qu'est-ce que je vais devenir? Donc j'ai marché longtemps pour retrouver la zone de Lapaclet. Et, euh, et là, il n'y avait pas de bagnole, il n'y avait personne dans les rues, tout le monde pionçait quoi. Je sais pas, il était 22 heures, un truc comme ça. Je me mets sous un, sous un abribus, et alors là, il y a les Kairas de Lapaclet qui débarquent et qui me demandent si je veux acheter de la drogue ou quoi. Moi, ils étaient pas spécifiques, ils étaient insignifiants, mais j'avais pas envie de me faire emmerder, j'avais envie de dormir quoi. Et là, je passe un coup de fil pour faire quelque chose pendant que les mecs étaient autour. Et à ce moment-là, il y a une bagnole qui se pointe. C'était une petite nana de 20 piges. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'héberger. Et finalement, bah, j'ai terminé chez une amie à elle, dans sa famille. Donc il y avait la mère et genre 4, 5, 6 ados, tu vois, que des nanas. Et bah, au final, j'ai bouffé une fondue bourguignonne. La mère, elle arrêtait pas de me resservir du vin. Et on a eu un dessert et j'ai dormi dans une chambre remplie de peluches. Voilà, voilà. Et le lendemain, je suis parti. Je suis rentré à Nantes en tram, etc. En stop et tout. Et après Nantes, je suis allé voir une amie à Poitiers. Et en fait, si vous voulez, après la ZAD, euh, je me suis dit que c'était pas forcément le plus intéressant d'aller, voilà, comme j'avais dit, étudier des modes de vie alternatifs. Euh, Peut-être parce que c'était pas spécialement le bon moment de le faire, euh, mais que, au final, ce qui était vraiment intéressant, c'était de parler avec les gens, en fait, de discuter avec les gens qui me prenaient en stop. Alors sachant que voilà, c'est des gens bien particuliers qui en prennent d'autres en stop. C'est pas tout le monde. La plupart des gens, ils ont vraiment l'air très très tristes ou blasés ou je pense même qu'ils regardent tellement la télé, les pauvres. euh, Ils ont vraiment peur en fait, hein. Je pense qu'il y a vraiment des peurs d'agression, etc. Donc voilà, c'était marrant mais un peu dommage de pas avoir non plus tout le monde. Mais enfin, c'est pour le stop parce que dans la rue, je parlais quand même un peu à tout le monde, quoi. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, de gens qui me payaient des verres ou des cafés, ou qui m'ont invité à dormir comme ça. Donc, c'était vraiment enrichissant d'un point de vue humain, en fait, et tout simplement de réfléchir au projet, voilà, à l'esprit clair, en fait. Euh, Parce que, voilà, quand on marche, euh, on se laisse un peu hypnotiser par la marche, on fixe un point de fuite. euh, Puis voilà, on a l'esprit clair et en fait, il y a des pensées qui surgissent comme ça, voilà, des idées que je peux avoir sur le mode de vie en autonomie, une nouvelle manière de faire de l'artisanat à échelle nationale via des villages autonomes. J'ai réfléchi aussi à plein de choses esthétiques. Euh, Par exemple, le fait que tous les endroits, toutes les villes, même des fois villages, Euh, c'est pas que c'est moche ou quoi, c'est qu'on s'y sent toujours un peu agressé en fait de béton, de macadam,
de panneaux publicitaires, de plastique, d'infographie. Franchement, vraiment les paysages, où on est vraiment dans la nature, dès qu'on est en ville, en fait, même les petits villages qui sont beaux et tout, on se sent un peu agressé, quoi. Euh, et même les gens, en fait, souvent les, les Français, hein, on parle des Parisiens et tout, etc. On crache un peu dessus. Mais tous les gens sont un peu pareils, hein, dans toutes les villes. Là, ça a des Stan Smith, ça a les t-shirts Fila ou Levi's. Il y a vraiment un truc instantané, en fait, des modes, etc. Et dans toutes les villes, maintenant que c'est très rapide avec les réseaux sociaux, Instagram et tout, de voir les tendances, etc. Et même combien valent les tendances en fonction des likes, etc. Il y a vraiment, c'est instantané en fait. Et les gens ont l'air d'être un peu partout pareil. Les jeunes partout pareil, qui écoutent la même musique. Toi, des fois, tu es dans un pauvre bled à Saint-Berthouin-sur-Crémouze et t'as des jeunes qui te foutent du cobaladé ou de la trappe sur enceinte, alors qu'ils sont dans un petit village magnifique. Franchement, c'est l'incompréhension, quoi. Enfin bon. Et, et même sur l'esthétisme, voilà, en fait, c'est des fois, il suffit qu'un truc moche soit juxtaposé à quelque chose de naturel, etc., pour que ça crée une dissonance et vraiment un malaise, en fait. Et, et en même temps, je me renseignais un peu sur des études pour voir l'impact neurologique, en fait, de notre environnement. Euh, voilà, de voir une habitation, qu'elle soit ronde ou carrée, euh, selon qu'elle soit plus ou moins faite de manière artisanale ou de manière industrielle, vraiment en série, comme le sont les nouveaux bâtiments modernes actuels, et de voir l'impact émotionnel, neurologique de tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose à étudier dans le cadre de faire un village. Si bah, forcément le principe c'est que les gens se sentent bien dans le village, donc qu'il y ait une impression liée aux couleurs, aux formes, à une harmonie particulière qui crée une impression, un état d'esprit, qui sert justement, qui sert l'humain, quoi. Et donc, ouais, donc Poitiers. Ensuite, j'ai été à La Rochelle, où j'ai fêté mon anniversaire en mangeant du Saint-Nectaire avec un petit brouillis. Et ensuite, je suis parti vers Bordeaux. Ouais, Bordeaux, ouais. Où là, il y a une petite nana de 18 ans qui m'a pris en stop, avec sa pote de 17 ans, Joséphine, qui rappait. Et, euh, et elle roulait comme une dingue, quoi. Elle roulait à 160, tu sais, à pousser les gens de devant au cul pour qu'ils soient obligés de se rabattre. Tu sais, elle poussait vraiment le truc, clignotant, rien à foutre et tout. Et en même temps, on parlait du karma, on parlait de spiritualité. Donc j'essaie de pas stresser, malgré, franchement, qu'elle avait une conduite quand même très dangereuse. Et on a passé la soirée à Bordeaux. Voilà, c'était un peu surréaliste, mais c'était très sympa. Et alors, je devais dormir chez une amie chez laquelle elle allait. Et au final, la coloc de cette amie, elle n'a pas voulu que je dorme dans l'appart. Du coup, j'ai dormi en fait dans l'escalier. Je me suis foutu tout en haut et j'ai dormi comme ça, les jambes à moitié dans l'escalier et tout. C'était assez marrant. Ouais, parce qu'en fait, pendant tout le voyage, j'ai fait des rêves complètement incroyables. Euh, et en même temps, des fois, ton corps peut-être sécrète du stress ou quoi. Euh, En même temps, tu rêves et tu te réveilles et tu te rendors et re-rêves. C'était vraiment, j'avais jamais vu ça. Enfin, j'avais jamais vécu ça. Enfin, en fait, tout le voyage était vraiment intense, quoi. Même si là, c'est pas grand-chose, hein, c'est voyager en France, mais je me sentais vraiment comme hypnotisé en fait pendant tout le truc. Et donc Bordeaux, ensuite j'ai quitté Bordeaux. Voilà, enfin, à chaque fois j'ai visité les villes à chaque fois, hein. J'allais souvent dans les églises, voilà, pour étudier le symbolisme, les vitraux, les formes, les pierres, plein de choses en fait. Ou tout simplement écouter des mecs jouer de l'orgue, même si c'est des endroits assez apaisants quand même.
Et donc ensuite, bah là j'ai traversé sans destination très précise en fait, la Dordogne, le Périgord, l'Auvergne, voilà, tous ces coins-là. D'ailleurs, comment il s'appelle? Olivier de Montesquieu, donc, qui est le descendant de Montesquieu, qui m'a pris en stop. Il m'a dit que je ressemblais à un personnage de roman. Et donc il m'a pris et on a été bah, dans une propriété de son ancêtre où il y avait une grande villa avec une grange, il y avait des vignes et tout. Euh, et le mec était vraiment super sympa. Le lendemain, il me récupère, enfin il m'emmène à un endroit où c'est plus simple de faire du stop. Et là, j'ai été à Sarlat, j'ai été à Rocamadour. Où là d'ailleurs j'ai rencontré un mec super. Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés étaient vraiment sympas, hein, mais lui particulièrement, je bois un verre et il s'est proposé de m'inviter chez lui pour avoir une douche, etc. Il m'a fait à manger, il m'a filé des rocamadours. Euh, Lui aussi avait un projet de trucs associatifs entre artisans. Enfin, c'était vraiment. J'ai rencontré que des gens en fait, voilà, qui étaient dans des trucs un peu alternatifs, tout ça. Donc c'était vraiment intéressant, quoi. Euh, voilà, je me suis fait un apéro à Rocamadour, sous le bord d'une falaise où j'ai terminé par, enfin, la falaise d'un site préhistorique où j'ai fini par dormir avec juste mon duvet et il a fait super froid parce que la nuit, enfin la journée ça allait, tout le mois d'octobre il a fait assez beau la journée, mais alors la nuit, le matin il faisait 2 degrés quoi, et encore moins au ressenti, il y avait de la rosée et tout, donc c'était un peu galère, mais ça va. Euh, c'était, c'était bien aussi d'être un peu dans l'inconfort pour justement apprendre à résister un peu à des moments d'inconfort comme ça et essayer de trouver une place dans l'esprit. Finalement, il fait plus chaud, ou ça va, ou juste penser à d'autres choses, quoi. Et donc après, donc là on arrive déjà vers la fin du truc, hein. Euh, et donc après j'ai été à Besse, Saint-Anastaise. Et donc il y a un mec qui m'a pris en stop. Euh, on a été dans l'Auvergne, comme ça c'était super sympa. Il allait vers Clermont-Ferrand. Et je veux dire que l'Auvergne, c'est le coin le plus beau que j'ai vu de tout le voyage. En plus, c'était l'automne, donc tous les arbres, en fait, ils étaient un peu cuivre, jaune, orange, rouge. C'était vraiment magnifique. En plus, apparemment, l'air est très peu pollué. L'eau, elle est très saine. Donc, je me suis même dit que voilà, pour un village autonome, c'était un endroit très bien. Et vraiment, ouais, c'est vraiment beau. Euh, les gens sont sympas et tout. Donc j'ai terminé voilà, à Besse-Saint-Anastaise, où pareil, j'ai acheté au moins une moitié de Saint-Nectaire. Et du saucisson Saint-Nectaire et tout. Euh, j'ai dormi juste là la nuit enfin 2 nuits chez une nana de coach surfing. C'est la première fois que je faisais ça, mais c'était une bonne expérience. Et, euh, et ensuite, j'ai été à Clermont-Ferrand et ensuite à Annecy, où c'était le dernier endroit où j'ai été, Annecy, où j'ai été voir camarade Joao, qui m'a d'ailleurs remis une lithographie qu'il avait fait dans son école d'art. Donc on a pas mal parlé de d'art, du rôle de l'art, le rôle intrinsèque de l'art, euh, le rôle de l'art et de la culture dans un village autonome, enfin de pas mal de choses en fait, d'esthétisme, de couleurs, de plein de trucs. Et ensuite, bah, j'avais plus un rond quoi, j'avais plus une thune. Du coup, j'ai trouvé une bagnole et je suis rentré à Paris avec deux petits jeunes qui mettaient Skyrock à fond, ils conduisaient à 140 en envoyant des SMS. Et je suis rentré à Paris où là, c'était un peu triste. Voilà, le métro, tout ça. Alors là, enfin, j'écoutais de la musique en fait, et voilà, sous les orgasmes de saxophone de Roland Kirk, c'est un mec qui joue trois saxophones en même temps, et je me sentais vraiment
j'allais m'évanouir, quoi. Franchement, j'ai l'impression d'être cerné, cerné de toutes parts, et vraiment d'un esthétisme vraiment angoissant, quoi, d'immeubles, de béton, de clopes par terre. Voilà. Même si, franchement, faut pas se leurrer, c'est quand même dégueulasse un peu partout. Dans tous les endroits, même les plus beaux, tu vas avoir une canette de bière par terre, des emballages plastiques, des trucs de gâteaux, ou je sais pas, des boîtes de kebab. D'ailleurs, en parlant de kebab, sérieux, quand j'étais à Aurillac, à un moment, il y a un truc à 6,50 €. Putain de sandwich avec un petit Perrier et tout, 6,50 €. Et les jeunes, ils préfèrent aller au kebab qui coûte 7,50 € à côté. Franchement, les trucs. Enfin bon. Bah, ce que je retiens surtout en fait de ce petit trip, c'est d'avoir été à la rencontre des Français de manière un peu générale, de tout type de personnes, d'avoir leur avis sur les choses, sur mon projet. Voilà. Ouais, c'est le truc que je retiens le plus et ça rend assez optimiste d'ailleurs, même si j'ai vu aussi pas mal de choses qui sont un peu désespérantes, hein. Mais le principal, c'est d'essayer de voir là où on peut trouver de l'optimisme. Et c'est que, bah, en fait, les gens, même s'ils sont habillés comme ci ou comme ça, t'en as une partie, il va falloir que allez, 70% des gens changent pour que eux changent. Il y a des gens, il va falloir que simplement 20% des gens fassent la chose pour qu'ils adoptent un comportement. Il y a des gens, ils pensent quelque chose et ils ont juste besoin d'avoir une seule personne qui va penser pareil pour confirmer un peu la chose et transformer ça en action. Donc il faut essayer de voir un peu le changement comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Euh, Parce qu'en réalité, il y a des tas de gens qui sont prêts à changer, à avoir des modes de vie vraiment alternatifs, mais c'est pas eux qui vont se battre pour imposer ça, mais ils l'adopteraient si ça existait. Voilà. Donc il faut faire les choses, il faut comprendre comment on fait les choses pas à pas pour aller vers le changement qui est, moi, je pense, très, très possible. Et donc c'est là-dessus que je conclus. Voilà. Ciao, salut.